Je me suis senti à un moment donné sucé, hors de mon corps. J'ai traversé un couloir tout noir, à toute vitesse, une vitesse qu'on ne peut pas exprimer ici, parce qu'on ne la connaît pas. C'est très traumatisant parce que vous vous voyez vraiment, vous voyez tout ce qui se passe aux alentours, mais vous êtes comme sur un nuage, c'est pas vraiment ça, mais avec les sons assourdis. Et vous vous demandez vraiment si vous allez revenir dans votre corps. Tout au bout, je me souviens, il y avait une lumière inconnue du monde physique. Une lumière qui semblait même correspondre avec moi. Je me suis fait aspirer comme d'un trou là. J'ai commencé à planer. J'étais bien, fort bien. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Elle semblait dire « viens vers moi » parce qu'au moment où l'accident s'est produit, j'ai d'abord essayé de lutter et puis je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas lutter et je me suis laissé aller. Et c'est à ce moment-là que l'expérience s'est produite. L'expérience de mort imminente, c'est le vécu subjectif d'une personne qui a été dans une situation critique. Classiquement, qui a eu un coma après, par exemple, un arrêt cardiaque. Ces expériences font avoir différentes dimensions. La notion de tunnel et de lumière, la sensation de quitter son propre corps, la rencontre avec un autre, parfois un proche, parfois déjà décédé, voir défiler sa vie, la sensation de bien-être, d'absence de douleur. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, d'abord bien écouter leurs histoires, ensuite, avec les neuropsychologues, de caractériser ces mémoires. Est-ce qu'ils inventent des choses? Est-ce qu'on peut comparer ces mémoires avec des autres perceptions subjectives comme le rêve, comme les hallucinations? Par rapport à cette décorporation, vous étiez où par rapport à votre corps? Quelle vue aviez-vous de votre corps? Je voyais la situation de haut, donc j'étais à côté, nous étions à deux à table, et j'étais au-dessus, à côté de moi. Dans un premier temps, on fait venir les participants, donc on les rencontre et on veut vraiment essayer de quantifier ces expériences-là. Donc, avec un questionnaire qui a été standardisé, on veut arriver à voir quelles composantes étaient présentes ou non dans l'expérience des sujets et puis pouvoir dire oui, on est en présence d'une expérience de mort imminente ou non. Est-ce que vous sembliez pouvoir avoir un contrôle sur ce déroulement-là? Non, c'était vraiment quelque chose qui était... qui se déroulait devant moi et je ne pouvais rien arrêter. C'était comme si c'était la fin et puis voilà, ça a été pour moi le trou noir après. Et on va demander des questions, par exemple, par rapport aux indices sensoriels du souvenir, par rapport au côté émotif des souvenirs. Et il a été démontré que les expériences de mort imminente étaient plus riches en termes de détails et comme une expérience vécue, quoi, pas comme un rêve. Donc je pense que le monde scientifique et médical doit prendre l'étude des NDE au sérieux. C'est ce qu'on fait ici à l'Université de Liège, où, premièrement, on a démontré que le phénomène existe. Environ un patient sur 10 va nous raconter ses souvenirs d'NDE. On a pu démontrer que ces mémoires d'NDE sont différents, par exemple, des mémoires de rêve. Et troisièmement, avec les outils extraordinaires dont on dispose ici à l'université, on va pouvoir aller plus loin dans leur explication. Ici, vous voyez le PET scan. On va faire deux choses, installer l'électroencéphalogramme et en même temps enregistrer une image de l'activité métabolique du cerveau. Avec l'équipe, ce qu'on fait, c'est de contraster, de comparer le vécu subjectif de chaque patient individuel et ce qu'on peut mesurer avec cet arsenal de machines qui mesurent chaque fois une activité différente, l'activité électrique avec l'électroencéphalographie,
l'activité métabolique, c'est-à-dire la consommation d'énergie avec le PET scan, avec la résonance, les câbles dans la matière blanche, les petites cicatrices d'atteinte structurelle, et on va mettre tout ça ensemble pour expliquer les différentes dimensions. Notre hypothèse, c'est que ces expériences ont une explication cérébrale, c'est-à-dire que ça se passe dans le cerveau. Comme neurologue, je sais qu'il y a des patients avec des lésions ici, dans les connexions vers ce cortex visuel, qui vont me dire d'avoir une vision en tunnel, où ils perdent la vision périphérique et donc ils ont cette sensation de tunnel et de lumière. Il y a une région qu'on appelle temporopariétale droite qui est importante et qui, quand on va la stimuler, on peut provoquer ce genre d'expériences extraordinaires qui sont ces out-of-body experiences. Et cette même région, mais maintenant du côté gauche, grâce à la neuroimagerie fonctionnelle, on sait qu'elle est impliquée dans cette sensation de présence, de rencontre avec un autre, un proche, parfois décédé, temporopariétal, mais maintenant du côté gauche. On a des patients, par exemple épileptiques, qui nous racontent ces mêmes histoires. C'est des patients avec une atteinte, une épilepsie temporale, ici, dans le lobe temporal, et on sait que cet hippocampe, elle est très sensible, elle est très vulnérable à un manque d'oxygène, par exemple, après un arrêt cardiaque. Ici, à l'Université de Liège et au CHU, grâce aux études, par exemple, de l'état hypnotique, où on a quelque chose de comparable, on sait que dans le cerveau, il y a cette région-ci, qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est comme le maître d'orchestre dans le circuit cérébral impliqué dans la douleur et qui peut expliquer cette sensation de bien-être. Nos études sur les NDE cadrent dans notre projet de recherche plus large qui s'intéresse à la conscience humaine. Et donc là, je pense qu'on a contribué à l'identification de ce qu'on appelle le réseau neuronal qui est critique, important pour qu'il y ait conscience.